vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Avez-vous déjà entendu parler de la crème quantique ? Une marque de luxe a poussé le bouchon du cosmétique un peu loin en affirmant lancer un produit utilisant la biologie quantique pour rajeunir les cellules de la peau. Un beau cas d'exploitation du vocabulaire scientifique à des fins commerciales non prouvées et donc de la désinformation. Avouons toutefois que la quantique, cela reste un domaine encore méconnu et incompris pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que de nombreux mythes circulent sur cette branche scientifique où les particules subatomiques adoptent des comportements physiques étranges, un monde minuscule où un atome peut être à la fois ici, là et quelque part entre les deux endroits. Laser, transistors, IRM, les applications de la quantique font toutefois déjà partie de notre quotidien. Et 2025 est l'année de la quantique. Où se situe la réalité de la science quantique et comment la départager des mythes qui l'entourent? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, 2025 est l'année quantique, mais qu'est-ce que ça signifie exactement pour la science, alors que cette discipline s'avère encore mal comprise par le grand public? On est en compagnie aujourd'hui de Juliette Geoffrion de Calcul Québec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en informatique quantique. Et on est en compagnie d'Alexandre Blais, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut quantique. Bonjour donc à tous les deux. Bonjour. Nous voulions souligner l'année internationale des sciences et de la technologie quantique, l'année 2025. Ça tombe bien, 3 chercheurs, un Britannique, un Français et un Américain, viennent de recevoir récemment le prix Nobel de physique 2025 pour leurs travaux en quantique. Issus de leurs travaux des années 80, la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Professeur Blais, présentez-nous cette équipe et leurs travaux pour commencer. Oui, donc c'est des travaux qui ont été faits dans le milieu des années 80, à un moment où on parlait absolument pas d'ordinateur quantique, d'information quantique. On se retrouve vraiment à étudier la physique fondamentale pour se demander, en fait, si les effets quantiques qu'on associe tout le temps à des systèmes microscopiques, ou à un atome, un électron, peut-être une molécule, est-ce que ces effets quantiques-là vont être préservés dans des systèmes de plus en plus gros, puis en particulier dans des circuits électriques? C'est ça qu'ils ont montré. Donc, cette équipe-là, dans les années 80, et John Clark, qui était le professeur chef de groupe, de Michel Devoret, postdoc, John Martinez, étudiant au doctorat à ce moment-là, ils ont, dans une série d'articles en 1984, ils ont démontré, hors de tout doute, qu'effectivement, les effets quantiques sont bien présents dans des systèmes macroscopiques, des systèmes de taille à taille humaine. Là. Oui, donc on pourrait presque les voir, c'est ça? On peut les observer, oui, dans des systèmes ces systèmes-là sont visibles à l'œil nu, tout à fait, puis on peut avoir des signatures très, très claires. Oui. C'est ça, en fait, qui nous amène aujourd'hui, probablement ce qu'on va discuter tout à l'heure, là, à nos ordinateurs quantiques, qui sont des systèmes de très grande taille, en bout de ligne, qui agissent de façon tout à fait quantique. Donc, c'est vraiment un travail qui est précurseur de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Oui. On voulait commencer avec cette belle coïncidence, vu que 2025, c'est l'année de la quantique. On va peut-être essayer d'éclaircifier un petit peu ça pour tout le monde. La quantique, c'est quoi? Donc, peut-être, Madame Geoffrion? Oui, c'est drôle parce que quand moi je parle de physique quantique et je dois donner une définition, j'ai tendance à dire que c'est les lois de la nature qui décrivent le comportement d'atomes et de particules subatomiques comme des électrons. Mais bon, comme on vient de l'entendre, dans certains cas, ça peut aussi décrire le comportement à échelle plus macroscopique. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de physique quantique, souvent on vient dire comme si c'est l'inverse de la physique classique. Et que la physique classique, c'est la physique un peu du monde qui nous entoure. Hein? C'est la bonne vieille physique qu'on apprend au secondaire, comme les lois de Newton, le comportement
d'un ballon qu'on lance, là, ou peu importe. Oui, les forces, la gravité, etc. C'est ça. Mais la physique quantique, c'est la physique plus à laquelle on a peut-être un peu moins accès intuitivement, vu que ça décrit, par exemple, les interactions entre les électrons. Oui, dans le monde du tout petit. Professeur Blais, je sais que maintenant vos étudiants, ils savent déjà pourquoi ils s'inscrivent auprès de vous, mais quand vous devez expliquer dans les parties de famille ou à quelqu'un qui est moins familier, c'est quoi ce que tu fais? C'est quoi la quantique? Qu'est-ce que vous dites? Oui, donc je commence par donner la définition qu'on vient d'entendre là, de Juliette, qui est effectivement, c'est connu comme la physique de l'infiniment petit, mais que la physique qu'on fait dans mon groupe, puis la physique qui a été reconnue par le prix Nobel de cette année, c'est une redéfinition de ce qu'on veut dire. La physique quantique, c'est la physique qui émerge dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça veut dire, dans le cas qui m'intéresse, puis le cas qui est en lien avec le prix Nobel de cette année, là, des températures très, très basses, donc très proche du zéro absolu, et en l'absence de dissipation au maximum. Donc, dans ces situations-là, il y a toutes sortes d'effets qui n'ont aucune analogie avec ce qu'on observe dans le monde quotidien, dans le monde macroscopique qui émerge. On parle par exemple de superposition d'états. Le fait que si je fais une analogie puis je prends ce que ça veut dire une superposition d'états puis je l'amène dans notre monde macroscopique, on va pouvoir dire par exemple que moi je suis ici en train de vous parler, puis je suis aussi dans mon bureau en train de travailler. Donc un objet peut être dans deux états simultanément. Quand on prend ces analogies-là puis on les amène comme je viens de faire à l'échelle macroscopique, ça semble un peu ridicule, ça semble un peu farfelu, mais au niveau microscopique, c'est comme ça que la nature fonctionne. C'est vraiment, ça c'est montré hors de tout doute à tous les jours dans des laboratoires partout à travers le monde, dont à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Puis, ce qui est exceptionnel, c'est que maintenant, grâce au développement technologique et la science fondamentale des dernières années, cette réalité-là quantique n'est pas limitée aux petits objets, mais on peut la voir, on peut manipuler les effets quantiques dans des objets de plus en plus gros. Oui, ça c'est très passionnant et on va en parler, mais c'est quelque chose d'intriguant et il y a beaucoup de mythes. Et du côté des mythes, on trouve par exemple la physique quantique, c'est de la science-fiction. Madame Geoffrion, ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Comme je pense qu'on vient d'en parler, la physique quantique, c'est vraiment juste une branche de la physique moderne. C'est une branche de la physique comme d'autres, comme l'électromagnétisme, comme, la physique thermique. Mais je crois que vu que la physique quantique a peut-être un caractère un peu non intuitif, comme Alexandre disait, l'idée de la superposition, qu'on peut être dans deux états à la fois. Je crois que ces idées-là amènent un peu les films de science-fiction à faire des exagérations. Mais non. Fondamentalement, la physique quantique, c'est vraiment de la physique, c'est de la science. Oui, c'est une autre forme de physique. Oui, professeur Blais. Je peux me permettre de rebondir sur ça, puis tu pourras dire que je suis tout à fait d'accord. Là. C'est d'ailleurs, en fait, c'est la branche de la physique qui est la plus précise. De toutes les théories qu'on a, la physique quantique nous permet de faire des précisions de façon spectaculaire. On peut prédire des nouvelles particules. Tu as peut-être entendu parler du boson de Higgs, on en parlait à votre émission. On peut prédire l'existence de nouvelles particules, puis ensuite construire des super accélérateurs, puis l'observer. Mais c'est aussi une théorie qui a déjà transformé la société. Aujourd'hui, on vous parle avec un téléphone ou peut-être que vos auditeurs sont en voiture puis ils utilisent leur GPS. Peut-être qu'ils ont utilisé un laser à l'épicerie pour scanner un code barre. Tout ça, c'est des technologies qui arrivent, qui ont été développées grâce à la physique quantique. Donc, la quantique, c'est, oui, dans son interprétation, quand on utilise des mots pour l'expliquer, il y a un aspect mystérieux, mais c'est la théorie la plus précise qu'on a, et de deux, elle a déjà transformé la société. Ça a déjà un impact dans nos vies. Oui. Professeur Blais, je vais rester avec vous. Que peut-on dire justement sur le hype versus la réalité dans la recherche en quantique et peut-être sur un engouement peut-être Oui, ce qui se passe maintenant, c'est que, donc, on a déjà ce qu'on pourrait appeler la première révolution quantique, dont j'ai parlé, les téléphones cellulaires, les lasers, le GPS, tout ça qui émerge de la physique quantique. Donc là, il n'y a pas de hype. Ça, c'est vrai, c'est là, on l'utilise, on est très content. Le hype, en fait, arrive quand on commence à parler des technologies quantiques émergentes, l'ordinateur quantique, les senseurs quantiques, la communication quantique, où là, il y a un très fort engouement.
en particulier pour l'ordinateur quantique, là, on a des groupes de recherche comme le mien, comme beaucoup à l'Institut quantique, qui travaillent au développement de ces technologies-là. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment de la recherche fondamentale. À côté de nous, il y a des entreprises, Google, IBM, Amazon, qui font la même recherche fondamentale, mais eux, à côté, ils vont nous dire « Ah, ben, on est presque arrivé, là, ça y est, on a l'ordinateur quantique. » Quand c'est pas tout à fait le cas. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a des avancées spectaculaires qui se font, mais la réalité, c'est que il reste beaucoup de travail avant de se rendre à une technologie qui est viable et utile. Mm-hmm. Et d'un autre côté, on entend aussi parler de la crème quantique, les patchs quantiques. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Peut-être, Mme Geoffrion, avez-vous entendu parler de ça? Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais oui, c'est là qu'il faut faire attention au mot quantique. Je pense que les gens peuvent venir étamper sur n'importe quoi et ça veut vraiment rien dire. J'avais vu justement cette annonce-là de la crème quantique. Mais je crois qu'ils avaient dû enlever le mot quantique, là, si je ne me trompe pas, parce que ça ne veut vraiment rien dire. Oui, d'une grande compagnie de luxe qui vendait ça à 650 € les 50 millilitres. Donc, ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Si, OK, oui, une crème est faite d'électrons. On a dit que des électrons, ça, c'est des particules qui ont des propriétés quantiques. Mais il faut se souvenir que pour venir manipuler les effets quantiques de manière précise et avoir les effets désirés, c'est vraiment difficile. Là. Je suis certaine qu'à l'Université Sherbrooke, il y a plein de recherches qui se fait là-dedans. Donc non, une crème quantique, ça veut bien dire. Professeur Blais, est-ce que vous en aviez entendu parler aussi? Je n'ai pas entendu particulièrement parler de la crème quantique, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a la médecine quantique, donc il y a plein de choses là. Donc, effectivement, il n'y a pas de réalité là. C'est un avis du mot, là. C'est un peu malheureux, mais c'est sans surprise parce que c'est quelque chose qui est à la mode. C'est aussi quelque chose qui comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le quantique a un aspect un peu mystérieux associé à ça. Puis ça, c'est réutilisé. Donc, c'est pas... Et comme Juliette a dit, tout est fait d'atomes. Un tournevis, on pourrait dire que c'est quantique parce que c'est un assemblage d'atomes. Mais ça n'a rien de quantique. Là. Non. Un autre mythe que l'on rencontre, c'est la physique quantique ne sert à rien, Mme Geoffrion. C'est encore un mythe, ça? Ben oui, absolument. Puis je crois qu'on vient de l'entendre, là, mais qu'il y a plein d'applications du quantique qui ont été développées peut-être plus au 20e siècle, qu'on utilise tous les jours. Là, mais comme Alexandre disait, le laser, les GPS, les machines IRM dans les hôpitaux. C'est toutes des applications concrètes du quantique. C'est juste que c'est peut-être des applications qui utilisent un peu plus passivement les effets quantiques. Oui. Là, quand on parle d'un ordinateur quantique, là, c'est vraiment de venir contrôler et manipuler les propriétés quantiques de manière très précise. Et des applications, ça c'est des applications concrètes, actuelles. Les applications futures, est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on voit venir? Peut-être Mme Geoffrion? Ben, je crois que l'éléphant dans la pièce, là, the elephant in the room, c'est les ordinateurs quantiques. Là. Je crois que un ordinateur quantique, on en a des petits en ce moment, c'est en développement, mais il y a beaucoup de promesses qui sont faites pour les ordinateurs quantiques du futur qui seraient peut-être plus performants. Et là, il y a comme toute une panoplie d'algorithmes qui pourraient être exécutés sur des ordinateurs quantiques qui pourraient venir résoudre des problèmes en chimie, en optimisation. Et je pense que c'est un peu là l'intérêt et l'engouement pour les ordinateurs quantiques, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Mais bon, il reste à voir si ça va être réalisable. Oui, tout à fait. On va en parler justement plus avant. Professeur Blais, pour revenir avec vous, parlez-moi de l'importance de la recherche fondamentale dans le développement des technologies quantiques. Allez-y, pardon. Peut-être la place de l'académique versus l'industrie en quantique, en fait. Oui, donc avec justement le développement des ordinateurs quantiques en particulier, c'est quelque chose qui est arrivé dans le milieu des années 90 où Peter Shor, un mathématicien, s'est rendu compte qu'un ordinateur quantique pourrait factoriser des grands nombres, donc pourrait briser les codes cryptographiques, en pratique, c'est ce que ça veut dire. Et c'est là, l'engouement est parti à partir de ce moment-là. Les gouvernements ont voulu savoir, est-ce que c'est possible? Si c'est pas possible, OK, c'est bien.
Si c'est possible, par contre, je veux l'avoir. Puis je veux être le premier à l'avoir. Et ça amenait à la course qu'on voit aujourd'hui. Une course qui a commencé dans les laboratoires des universités, puis qui s'est déplacée maintenant aussi, comme je le disais plus tôt, dans les laboratoires des grandes compagnies, IBM, Google, Microsoft, Amazon, sont tous dans la course. Ce qu'ils nous disent maintenant quand on voit leur communiqué de presse, c'est alors on fait des percées incroyables, on a l'ordinateur quantique qui est capable de résoudre des problèmes qui seraient impossibles pour nos ordinateurs actuels. On voit même aujourd'hui des entreprises qui nous disent c'est plus un problème de recherche, c'est un problème d'ingénierie, de mise à l'échelle. Puis la réalité, c'est que c'est pas le cas, en fait. Non. Quand on regarde la recherche qui est faite dans les laboratoires de Google, d'IBM ou d'Amazon, ou qui sont faites à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke ou au MIT ou à Yale, partout dans les grandes institutions qui se spécialisent en quantique à travers le monde, on fait la même recherche. On résout les mêmes problèmes. On a des rôles différents, par contre. Le rôle du monde académique, ce ne sera jamais de mettre à l'échelle ces systèmes-là. Un ordinateur quantique va contenir des millions de composantes. Ce n'est pas le rôle d'une université de faire ça. Donc, l'industrie a absolument un rôle, c'est essentiel qu'il soit là, puis c'est très bien. Mais il faut, par contre, reconnaître que la recherche fondamentale, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on brise les verrous, on résout des problèmes qui sont absolument centraux au développement de ces ordinateurs-là. Et sans compter le fait que on entraîne la main-d'œuvre qui est absolument nécessaire pour ces compagnies-là ensuite pour poursuivre le développement. Donc, sans nous, les idées originales viennent de nous, les compagnies sortent de nos laboratoires et la main-d'œuvre est formée chez nous aussi. Là. Oui, et les compagnies font beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est bien, vous avez souligné l'importance de la cryptographie, en fait, la sécurité de tous ces systèmes-là. J'imagine qu'entre les gouvernements, il doit y avoir une course aussi. Donc, les ordinateurs quantiques vont remplacer les ordinateurs classiques. Est-ce que c'est encore un mythe, Madame Geoffrion? Oui, mon Dieu, je pense que je l'entends tout le temps, celle-là, parce que je travaille avec un ordinateur quantique. Je pense qu'il y a comme ce mythe qu'un ordinateur quantique, c'est un ordinateur à tout faire, un ordinateur magique. Oui. Mais en réalité, c'est des ordinateurs qui sont quand même assez spécialisés. Donc, le but avec un ordinateur quantique, à moins que le domaine change incroyablement dans les prochaines années, le but, c'est pas que ça remplace nos laptops, que ça devienne les ordinateurs avec lesquels, comme on envoie des courriels et on écoute des séries Netflix. C'est vraiment des ordinateurs qui, pour certains problèmes difficiles, comme par exemple factoriser des grands nombres. Alors là, c'est des ordinateurs qui seraient adaptés à ce genre de problème-là. Oui. À quoi ça ressemble? À quoi ressemble Monarch Q, je pense? Oui, Monarch, c'est l'ordinateur quantique de Calcul. Monarch, c'est un ordinateur quantique qu'on dit qu'il est petit parce qu'il est composé de seulement 24 qubits. C'est comme la puce quantique, elle est petite, mais l'ordinateur, comme la structure, l'ordinateur au complet est énorme. C'est comme un cube de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Et en fait, la majorité de cette structure-là est dédiée à un cryostat parce que les qubits qui sont dans Monarch, ils doivent être gardés très, très froids. Froid, on parle de comme la température, je pense, plus froide que ce qu'il y a dans l'espace. Là. Presque le zéro absolu. Et pour atteindre cette température-là, ça demande un très gros frigo. Oui, parce que ce sont en fait, c'est un ordinateur qui utilise la supraconductivité pour fonctionner. Exactement. C'est pour quelle utilité que vous l'utilisez, justement? Des calculs? Oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant d'entendre parler du monde de la recherche académique versus l'industrie, parce que Monarch, l'ordinateur quantique de Calcul Québec, c'est un ordinateur vraiment dédié à la recherche. Alors, comme je disais, les ordinateurs quantiques, ce sont des ordinateurs spécialisés. Et pour le moment, ça demeure comme un domaine de recherche actif de trouver les applications pour lesquelles on va utiliser un ordinateur quantique. Bon, il y en a qu'on connaît.
Mais il y en a qu'on aimerait que les chercheurs dans les universités proposent finalement. Ouais, exact. Entendu. District Q, c'est l'écosystème sherbrookois en quantique. Pouvez-vous nous en parler, professeur Blais? Oui, tout à fait. Donc, c'est un environnement tout à fait exceptionnel, là. Donc, District Q, en fait, c'est tout ce qui est quantique, on a tendance à mettre comme monarque et compagnie là, de jouer avec la lettre Q. Là, donc, oui. On va appeler ça oui. District. Donc, en fait, ça émerge de l'Institut quantique qui, depuis Quantique a été fondé en 2016, on a travaillé à permettre, en fait, aux étudiants, aux étudiantes, de démarrer leur propre compagnie. En fait, on leur a donné les ressources pour faire ça, les opportunités pour faire ça. Ça a amené à un certain nombre de startups qui se sont établies à Sherbrooke. Puis des compagnies qui ont vu, il y a de l'activité ici, il y a aussi de la main-d'œuvre, on va venir s'installer. D'autres startups canadiennes, des compagnies plus connues, par exemple comme IBM aussi. Mm-hmm. Et en 2022, en fait, cet environnement-là a été reconnu par le gouvernement du Québec comme une des 2 premières zones d'innovation, la zone d'innovation en sciences et technologies quantiques, qui aujourd'hui compte une quinzaine d'entreprises, plus de 200 emplois, en fait, à Sherbrooke en quantique. C'est une des plus grandes concentrations d'entreprises au monde. Et qui, avec en fait l'excellence en recherche universitaire, que ce soit l'Institut quantique ou le 3IT, qui est un institut où on peut faire de la microfabrication du prototypage à l'Université de Sherbrooke, puis en passant jusqu'au CDELI, qui est à Bromont, mais associé à l'Université de Sherbrooke, qui permet de mettre à une échelle pré-industrielle la recherche qu'on fait. On a une chaîne qui n'a aucune... en Amérique du Nord, il n'y a rien d'autre qui existe comme ça. Et au monde, il y a très, très peu de comparables s'il y en a. Ouais. Concrètement, ces compagnies, elles font quoi? Parce que c'est ça, le quantique, c'est intriguant. Puis les gens qui habitent à Sherbrooke, là, quand ils passent devant ces compagnies, ils doivent se poser la question. Laissez-moi vous parler de 2 de nos startups, 2 qui émergent de l'Institut quantique. En fait, la première s'appelle SD Quantum. C'est la première qui a été créée par David Royer en 2017 et qui a développé un senseur quantique, un senseur du champ magnétique, un senseur de champ magnétique extrêmement sensible. Donc, cette technologie-là a été choisie par la NASA qui veut faire une cartographie du champ électromagnétique de la Terre et qui, à ce moment-là, ne s'intéressait pas nécessairement à une technologie quantique. Il voulait simplement la meilleure technologie pour mettre en orbite et faire cette étude-là. Donc, c'est SD Quantum qui a remporté le concours international. Cette cartographie-là, en fait, va être utilisée dans nos téléphones cellulaires. Quand on ouvre, par exemple, Google Maps, on voit un petit peu un point bleu qui apparaît, qui nous indique où est-ce qu'on se trouve. Ouais. Ce petit point bleu-là va utiliser à la fois de l'information des GPS, on a déjà dit qu'il vient des technologies quantiques, mais la vieille technologie quantique, si on veut. Mais on peut aussi utiliser plus d'informations, par exemple, l'information sur le champ magnétique local, qui est une espèce d'empreinte digitale d'où on se trouve. Donc, si on a une cartographie de ce champ magnétique-là, on va pouvoir mieux se localiser, plus rapidement se localiser. C'est donc dire que d'ici quelques années, tous les utilisateurs de téléphones cellulaires de la planète vont utiliser les données qui auront été recueillies par la start-up sherbrookoise SP Quantum. Oui, la deuxième rapidement. Oui, la deuxième rapidement. Nord Quantique, qui travaille au développement d'un ordinateur quantique supraconducteur, qui a été sélectionné par DARPA, en fait le programme Quantum Benchmark Initiative de DARPA, qui, après la sélection la plus rigoureuse jamais faite dans le domaine, a sélectionné 11 compagnies à travers le monde pour développer un ordinateur quantique utile d'ici 2033. Parmi ces compagnies-là se trouvent Microsoft et IBM et la compagnie sherbrookoise Nord Quantique. Donc, assez exceptionnel, là, ça se passe dans notre cours, tout ça. Oui, je comprends que vous soyez fiers de tout ça. Madame Geoffrion, je sais que vous collaborez avec la communauté de recherche universitaire pour faire le pont entre le calcul haute performance et le calcul quantique. Ça a donné lieu à un projet démarré cet été. Pouvez-vous nous en parler? Oui, absolument. Donc, c'est ça, cet été, on a lancé un appel à la communauté de recherche vraiment étudiante pour leur donner essentiellement l'occasion de venir expérimenter avec un vrai ordinateur quantique. Donc, l'idée, c'était si un étudiant ou une étudiante avait une idée d'algorithme quantique ou comme une intuition, un projet qu'il voulait tester, alors on offrait
un accès gratuit à la machine, hein, que je pense a généré de l'intérêt. Et après ça, on donnait notre expertise, notre accompagnement. Combien il y avait de participants et d'universités qui ont répondu à l'appel? On a choisi finalement 10 étudiants et je crois qu'ils venaient de 4 universités au Québec. McGill, Poly, Technique, Laval, Montréal et Concordia. Et oui, c'est vrai, il y avait Concordia. Oui, exact. Oui. Ça, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement avec cette belle machine? Oui, ce qui était vraiment cool, c'est que c'était des étudiants qui venaient pas juste du monde de la physique. Hein. L'informatique quantique, ça s'est quand même développé chez les physiciens. Mais quand on cherche des applications utiles, il faut aller un peu plus loin que la physique. Alors, on a eu des projets en chimie, on a eu un projet en optimisation qui était quand même intéressant. Alors, l'étudiant, lui, il venait du domaine de recherche opérationnelle où les gens s'intéressent à optimiser des systèmes complexes. Et là, lui, il voulait s'attaquer au problème des réseaux de vélos partagés. C'est qu'à Montréal, on a Dexi. Et le défi, c'est de trouver essentiellement la meilleure manière de redistribuer les vélos entre les stations. Oh, c'est tout à fait concret, c'est tout à fait important. Finalement, oui. C'est un problème complexe. Exactement. Le plus le système grandit, le plus le problème devient très difficile. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plein de méthodes classiques pour résoudre des problèmes comme ça. Puis elles fonctionnent. Mais vu que c'est un problème dont la complexité grandit rapidement, peut-être qu'on pourrait imaginer un algorithme quantique qui pourrait être meilleur. C'est pas clair qu'il va être meilleur. Là, cet été, on a fait des tests vraiment à petite échelle parce que le but, c'était un peu d'apprendre et de s'initier à la programmation quantique. Mais bon, c'est tous des problèmes qui sont très intéressants. J'espère que la communauté de recherche va continuer à s'y intéresser. Oui, j'espère que tout le monde va continuer à s'y intéresser de toute façon. Donc, on était en compagnie de Juliette Geoffrion, analyste en informatique quantique de Calcul Québec, et d'Alexandre Blais, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut Quantique. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse, où je vous invite à passer à tous et à toutes une très belle semaine à notre antenne. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science